Alors, bienvenue au siège du Mouvement national des Québécoises et des Québécois, qui est aussi, je pense, le siège maintenant des Oui Québec. Oui, Québec, oui. Et est-ce que c'est déjà maintenant le siège du Bloc québécois aussi? Parce Oui, qu'il était question que le Bloc québécois amène son siège oui. ici. Alors, ça devient un autre lieu de rassemblement, comme l'a toujours été la maison Ludier Duvernay, la Société Saint-Jean-Baptiste. On a deux pôles à Montréal où on rassemble des gens comme nous qui croient à l'idée que le Québec devrait être un pays. Alors donc, je vous souhaite la bienvenue à cette journée des IPSO. Il y a des gens qui connaissent la tradition qui a émergé avec le temps chez ces IPSO là, qui fêtaient l'année dernière, vous vous rappelez, leur 30e anniversaire. On avait 30 ans, puis on était toujours, et on est encore fiers de dire que nous sommes une des organisations nées en 95 qui a survécu dans les partenaires pour la souveraineté, en 95, qui rassemblait les multiples partenaires de la souveraineté. Les Oui Québec sont le seul qui a survécu. Et les IPSO, pardon. Et donc, on est toujours fiers, puis on tient le fort là, avec Julie, Justine, Pierre, alors parce que dans cet auditoire, il y a 4 des membres de notre conseil d'administration. Alors, donc, la vice-présidente, Julie Guyot, le trésorier, Pierre Paquette. D'ailleurs, on va vous parler de notre grande trésorerie à l'Assemblée générale. Ça sera pas long. Ce sera pas long. Et Justine Grenier, là, qui s'était jointe à nous l'année dernière. Alors, en leur nom, je vous souhaite la bienvenue. Et la tradition, c'était que cette journée IPSO annuelle qu'on organise un samedi après le déjeuner donne lieu à un petit mini-colloque, à un séminaire. Et le séminaire d'aujourd'hui, comme vous le savez, va porter sur des enjeux de laïcité. Puis je vais laisser Julie présenter nos invités d'aujourd'hui. Alors, donc, merci d'être là par une journée d'hiver, un samedi où je pense qu'on peut déjà être fier de dire que le Québec a gagné sa première médaille aux Jeux olympiques Et c'est Valérie Maltais qui a gagné une médaille de bronze là, sur le 3000 mètres au patinage de vitesse. Puis je pense qu'il va en avoir d'autres. Hein? Il va y avoir d'autres médailles québécoises. Vous savez que moi, à chaque Jeux olympiques, je m'amuse à faire un palmarès avec les médailles québécoises. Là, puis j'enlève au Canada les médailles québécoises. Puis les Jeux d'hiver, on est assez fiers parce qu'il arrive même qu'on dépasse le Canada là, aux Jeux d'hiver. La médaille canadienne, donc le Québec est devant le Canada. Oui, c'est exactement là, dans le palmarès qu'on va faire avec le petit drapeau du Québec à côté des autres. Alors, donc, on va avoir cette journée, cet après-midi, des IPSO. Après les échanges que Julie va animer, on va avoir une petite pause, hein, puis ensuite on va faire notre assemblée annuelle et elle va être précédée, on va vous présenter le deuxième rapport du GRAPPIN, du groupe de réflexion sur le projet d'indépendance nationale. Quand j'ai repris les rênes à la demande de Micheline Labelle, pour lequel je nous rappelle la mémoire, hein, Micheline qui a tenu elle aussi le fort pendant de nombreuses années. Il y avait l'idée qu'on fasse quelque chose un peu de nouveau, les IPSO, puis l'idée nous est venue de faire une espèce d'état pas de l'Union, là, comme on fait aux États-Unis, ou vous savez, dans l'Union européenne maintenant, il y a un discours de l'état de l'Union européenne maintenant. Nous, c'est un peu un discours sur l'état du projet d'indépendance. Alors, on a travaillé cette année là, sur le deuxième rapport, puis on va avoir l'occasion de vous le présenter, de commenter nos trouvailles sur ce qui s'est passé entre le 1er septembre 2024 et le 31 décembre 2025 dans le mouvement indépendantiste. Alors, donc, et il y aura une assemblée annuelle, elle sera brève, et un vin de l'amitié qui va suivre, et on me rappelle que c'est un jour triste un peu aujourd'hui parce que c'est le jour des funérailles de Jean Dorion. Jean Dorion, vous le connaissez, qui a été président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal pendant de nombreuses années, qui a été aussi notre délégué
du Québec au Japon. Vous vous rappelez, pendant plusieurs années, il a représenté l'État québécois au Japon. J'ai appris aussi qu'il était bibliothécaire à l'Université de Montréal. Pierre Paquette me rappelait que ça devait être un de ses premiers boulots, hein, d'être bibliothécaire à l'Université de Montréal. Alors, si vous voulez, on va prendre une petite minute là en mémoire de M. Dorion. Et je sais qu'à 16 h, à la maison de Ludger-Duvernay, il y a une cérémonie là, en son honneur. Alors, s'il y en a qui veulent s'échapper après la première partie de notre journée des IPSO, ne soyez pas gênés. Bien, en tout cas, prenons une minute pour penser à M. Dorion. Merci. Et faisons un pays bientôt pour Jean Dorion. Alors, merci encore de votre présence cet après-midi et je confie à la vice-présidence des IPSO, à Julie Guillot, le soin d'animer notre bel événement avec des invités de marque sur la laïcité. Alors, bonne journée des IPSO. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. C'est très gentil. Je commence par les remerciements avant de présenter nos panélistes. Donc, remerciements déjà au président du MNQ, Frédéric Lapointe, qui nous accueille. Merci au directeur général des Oui Québec, Alexandre Boutet-Dorval. Donc, Frédéric Lapointe et Alexandre Boutet-Dorval ont organisé la logistique. Ils nous ont également engagé, finalement, 3 bénévoles que je remercie. Pierre-Olivier Briand, Philippe Lallier et Émeric Lalonde, grâce à qui là, la salle, le service au bar et tout, c'est grâce à ces 3 jeunes hommes-là. Qui prennent bien soin de nous. Et puis enfin, merci à Nando Daniel Pastarino de Génération Québec, Génération Oui, pardon, Génération Québec, Génération Oui, pardon, qui est notre photographe et notre caméraman aujourd'hui. Alors, oui. Alors, en décembre dernier, la France célébrait les 120 ans de l'adoption de la loi de séparation des Églises et de l'État, dite la loi de 1905. Bien que cette dernière n'en fait pas à proprement mention, la loi de 1905 demeure indissociable du principe de laïcité en France. Au Québec, le rapport Pelchat-Rousseau sur le respect des principes de la laïcité de l'État et sur les influences religieuses a été déposé en août. Puis, à la fin novembre dernier, le gouvernement caquiste déposait le projet de loi 9, PL 9, dont l'objectif déclaré est de renforcer la laïcité de l'État québécois. Soulignons que le 3 février dernier, Nadia El Mabrouk a eu l'occasion de présenter le mémoire préparé par le Rassemblement pour la laïcité, qu'elle préside, dans le cadre des audiences publiques actuellement en cours sur le projet de loi 9. C'est en s'inspirant de ces différents éléments d'actualité que l'idée nous est venue d'organiser une table ronde sur le thème « La laïcité au Québec et dans une république québécoise, perspective d'avenir » et d'y convier 3 interlocuteurs incontournables en matière de laïcité de l'État, à savoir le professeur Marc Chevrier, les professeurs Marc Chevrier et Nadia El Mabrouk, de même que maître Christiane Pelchat. Nous les remercions d'ailleurs chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vous présente nos panélistes dans l'ordre de présentation de leur communication qui respecte aussi l'ordre alphabétique. Soulignons que les notices biographiques préparées sont très succinctes, nos invités étant d'éminents intellectuels ayant chacune une très riche feuille de route. Il ne nous est pas ici possible d'en faire état de manière exhaustive. Alors, commençons ces présentations. Marc Chevrier est professeur titulaire au département de sciences politiques à l'UQAM. Ses travaux sont au croisement du politique, du droit constitutionnel, de la philosophie, et il porte notamment sur le fédéralisme et le républicanisme comparé, les rapports entre droit et politique, ainsi que sur les idées politiques du Québec. Très engagé dans la cité, Marc Chevrier collabore à de nombreuses revues généralistes, dont Arguments, l'Inconvénient et l'encyclopédie L'Agora, notamment. En 2024, il a fait paraître chez Mediapol l'ouvrage « Les religions auprès de la cité, le droit politique de la laïcité ». Savant extrêmement prolifique, le professeur Chevrier avait notamment fait paraître en 2019 au PUL « L'Empire en marche, des peuples sans qualité, de Vienne à Ottawa », puis en 2013 chez Boréal « La République québécoise, hommage à une idée suspecte ». 2 ouvrages qui se sont valus des distinctions.
Le professeur Chevrier nous entretiendra notamment du droit politique de la laïcité et bien sûr de souveraineté. Nadia El-Mabrouk est professeure titulaire au département d'informatique de recherche opérationnelle, DIRO, de l'Université de Montréal. Son domaine de recherche est la bioinformatique. Au Québec, elle est notamment connue pour son implication sociale en faveur de la laïcité, du droit des femmes et de la refonte du cours Éthique et culture religieuse. Elle est autrice du livre Notre laïcité, paru en 2019 aux éditions Dialogue Nord-Sud. Elle a contribué à de nombreux ouvrages collectifs sur la laïcité, les droits des femmes et l'islam, et a été membre du comité de rédaction de la revue Argument. Elle est actuellement présidente du regroupement Rassemblement pour la laïcité. En 2005, elle fut récipiendaire du prix de la laïcité Guy Rocher. Nous profitons de l'occasion pour l'en féliciter. La professeure El-Mabrouk, qui a été invitée à présenter ses analyses sur le projet de loi 9, sur le renforcement de la laïcité au Québec, en commission parlementaire il y a quelques jours, nous entretiendra aujourd'hui de ce qu'elle considère être un grave détournement du concept de laïcité, à savoir l'invocation de la neutralité religieuse de l'espace public. Maître Pelchat est membre du Barreau du Québec depuis 1998, se spécialise en droit des femmes. Elle parachève présentement un doctorat en droit à l'Université de Sherbrooke. Christiane Pelchat a notamment été députée à l'Assemblée nationale de 1985 à 1994 et haute fonctionnaire publique entre 2006 et 2014. À ce titre, elle fut tour à tour présidente du Conseil du statut de la femme du Québec, 2006-2011, déléguée générale du Québec à Mexico, 2011-2014, et directrice de plusieurs cabinets ministériels. Depuis 2023, elle a agi comme présidente du conseil d'administration de la société Recyc Québec. Fellow à l'Institut d'études internationales de Montréal, elle a notamment dirigé plusieurs projets de gouvernance démocratique pour une meilleure participation des femmes dans les lieux décisionnels en Afrique de l'Ouest et en Haïti. Christiane Pelchat a été récipiendaire de nombreuses distinctions, dont le prix Pro Bono Québec en 2025, le prix René Chaloux, Cercle des anciens parlementaires en 2023, et le prix Guy Rocher pour la laïcité en 2021. Alors, félicitations également. Maître Pelchat va notamment nous entretenir des conclusions du rapport qu'elle a coprésidé avec Guillaume Rousseau sur le respect des principes de la loi sur la laïcité de l'État. Rapport déposé en août 2025 qui a donné lieu à 50 recommandations, dont celle d'instaurer une journée nationale de la laïcité. Alors, sans plus tarder, mais précision, chaque communication a une durée de 20 minutes. À 1 minute de la fin de votre exposé, je vais vous souligner discrètement la chose. Et puis, à la fin des présentations, nous aurons 30 minutes de période de questions, avant la pause café. Alors, débutons avec M. Chevrier. À vous la parole. Alors, merci Julie pour ces bons mots. Merci également à Daniel Turp d'avoir donc organisé cet événement et merci à vous tous et toutes qui avez bravé le froid sibérien pour entendre quelques intellectuels parler de laïcité. Puisque je m'adresse à des gens qui sont supposés s'intéresser à la question de la souveraineté, je me suis dit, tiens, je vais parler de souveraineté. Alors, qu'est-ce qui me conduit à en parler? C'est justement le projet de loi 9, déposé par le gouvernement de la CAQ sur le renforcement de la laïcité. Ce projet de loi veut amender la loi 21 en ajoutant ce que les juristes appellent un considérant, c'est-à-dire une phrase qui viendrait enrichir le préambule existant que l'on trouve déjà dans la loi 21. Alors, qu'est-ce qu'on veut ajouter à ce préambule? Ça tient en 2 lignes et demie, je peux vous lire. Considérant que dans l'exercice de sa souveraineté, le Parlement du Québec ne doit pas édicter des lois fondées sur des considérations de nature religieuse. En fait, si vous lisez les lois adoptées par le Québec, notamment depuis que la CAQ est au pouvoir, si vous écoutez les discours de plusieurs ministres et même du premier ministre, effectivement, le mot souveraineté apparaît souvent. Par exemple, François Legault, lors du congrès de la CAQ en mai 2022, déclare « La nation québécoise a le droit d'être souveraine dans ses choix de société. La laïcité, c'est un choix de la nation.
On n'a pas de leçon à recevoir de nos voisins. Le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, à plusieurs reprises, dans ses déclarations à l'Assemblée nationale, insisté sur la souveraineté de l'Assemblée nationale dans ses domaines de compétences. Bernard Drinville, qui est ministre également du gouvernement, de la CAQ, a déjà, à l'occasion d'une période des questions, dit la chose suivante: « Défendre la loi 21, c'est défendre notre droit de décider pour nous-mêmes. C'est un acte d'affirmation nationale. C'est l'exercice de notre souveraineté collective au sein du Canada. » Et je pourrais peut-être citer d'autres déclarations, notamment celle de Jean-François Roberge, qui également, de temps à autre, emploie le terme de souveraineté. Donc, il y aurait finalement au Québec un autre souverainisme, le souverainisme de la CAQ. Mais avant de parler de ce souverainisme, peut-être un petit détour par l'histoire. Il faut quand même rappeler que c'est un peu paradoxal que l'on mette ensemble souveraineté et laïcité. Parce que la souveraineté, qu'est-ce que c'est? C'est une idée divine qui a été laïcisée. Alors, je ne vais pas vous faire tout un long cours d'histoire des idées, parce qu'on peut remonter très loin, mais en fait, comment l'État occidental s'est construit? Bien, il s'est construit à partir de l'Église. Il a emprunté à l'Église des concepts théologiques qu'il a transférés à l'État par un long travail d'exégèse, et je vous passe les détails. Il s'est opposé à l'Église. Il y a eu des siècles d'opposition, et finalement, il a même pris sa place en la confinant à un espace, dit civil. Alors, je ne vous ferai pas toute l'histoire de cette transformation. Mais je vous rappellerai que, par exemple, alors je sais, c'est une sanction divine. Alors, voilà. Et un grand historien français qui était aussi ministre, très important à l'époque de la Restauration française, alors ça nous plonge au début du 19e siècle, François Guizot, avait même écrit un ouvrage de philosophie politique sur la notion de souveraineté, en disant finalement que la souveraineté, c'est une pure idolâtrie politique, puisqu'il ne peut pas y avoir sur Terre de souveraineté, puisque la souveraineté suppose une infaillibilité qui échappe à la nature humaine. Et alors, mais sans entrer dans tous ces débats, il y a quand même un élément historique à rappeler. C'est comment la souveraineté est entrée dans le droit britannique. Il faut se rappeler l'époque d'Henri VIII. Henri VIII, parce que le pape lui avait refusé un divorce, décide carrément de dissocier tout son royaume de l'emprise du pape, et il s'érige en chef d'une nouvelle église, qui va devenir l'Église d'Angleterre. Et ce faisant, il va revendiquer un pouvoir absolu à la fois spirituel et terrestre ou temporel, pour prendre les termes de l'époque. Les juristes de l'époque vont dire qu'il est empereur dans son royaume. Empereur dans le sens que rien au-dessus de lui, même pas un pape. Donc, il va imposer, puis ensuite, je vous dépeins tous les détails historiques, les autres Tudors seront très coriaces dans l'imposition de cette nouvelle Église. Ils vont le faire par la persécution, par le droit criminel, ils vont imposer des livres de prière, ils vont vraiment forger par le droit, par la violence, une nouvelle Église qui va devenir nationale. Mais petit à petit, les Anglais vont devoir finalement accorder certaines tolérances. Donc, dès 1689, ils vont devoir tolérer certaines sectes protestantes. Et finalement, beaucoup plus tard, seulement en 1829, ils vont finalement émanciper les catholiques qui, à l'époque, en Angleterre, ça incluait l'Irlande, étaient privés des droits politiques et civils. Mais le Royaume-Uni, malgré tout ça, est demeuré, malgré tout, comme vous savez, une monarchie finalement qui reçoit une onction divine. L'Église d'Angleterre est toujours une Église établie, enchâssée dans le royaume, mais c'est une Église établie qui n'offre plus aujourd'hui ce que j'appellerais une option spirituelle. C'est-à-dire que, bien sûr, le culte anglican n'est pas obligatoire. Les Anglais, les Britanniques peuvent croire en une autre religion, ne pas croire du tout. Au Canada, le conquérant a très tôt affirmé sa souveraineté impériale.
Il l'a fait dès les capitulations. Il l'a dit très clairement dans plusieurs de ses lois, notamment l'Acte de Québec. Souvent, on en fait une lecture superficielle. On se contente de lire quelques articles de la loi de Québec qui, effectivement, rétablissent le libre exercice de la liberté de religion, le droit de percevoir des dîmes. Mais, si vous voulez comprendre ce qu'est une vraie constitution impériale, vous devez lire autre chose. Les instructions que l'on envoie au gouverneur. Et là, vous voyez qu'on parle un tout autre langage. Alors, dans les instructions envoyées par Londres après l'Acte de Québec au gouverneur Carleton, on lit que les sujets catholiques ne doivent jouir que de la tolérance de la pratique de la religion de l'Église de Rome, et non des pouvoirs et des privilèges de celle-ci comme Église établie. Donc, il est très clair que dans l'esprit de Londres à l'époque, la religion catholique est tolérée. Et si vous lisez plus loin, vous voyez qu'à l'époque, elle était carrément soumise, on pourrait dire, un véritable code administratif de surveillance, d'empêchement, une vraie police du culte catholique dans la main des gouverneurs. Par la suite, ils vont relâcher un peu leur emprise, l'Église va s'émanciper, elle va devenir forte, il faut le rappeler, parce que l'Église catholique n'est pas si forte que ça après la conquête, elle va gagner en force après l'Union de 1840. Quand le Canada est créé, bon, il faut dire que ça va entre-temps, le Canada, bon, en 1852, enfin, la province du Canada, comme on le sait, va déclarer la liberté du culte, mais va le faire non pas dans un esprit de laïcité tel qu'on le conçoit aujourd'hui, mais simplement pour mettre fin à une querelle entre confessions protestantes, qui se jalousaient entre elles et qui ne voulaient pas payer pour le culte anglican qui était prévu dans le clergé anglican, dont l'entretien était prévu dans l'Acte de Québec et reconfirmé dans la constitutionnelle de 1791. Donc, il ne s'agissait pas tellement de séparer l'État des religions que d'empêcher que le pouvoir colonial en favorise une plutôt qu'une autre. Et c'est dans cet esprit que le Canada a été fondé en 1867. Et il faut rappeler aussi que les Britanniques se sont souvent servis des appartenances, des sentiments religieux pour gouverner leur empire. Et ça, c'est fondamental. 3 principes. Le premier, c'est qu'il faut laisser les indigènes et les minorités conquises avoir leur institution sociale et religieuse propre, pourvu que les Britanniques et leurs descendants puissent avoir les leurs, séparés. Premier principe. Deuxième principe, très clairement énoncé par Benjamin Disraeli, qui est un premier ministre anglais du 19e siècle. Il a dit ça avant d'être premier ministre. Il rappelait que la façon Whig, dans la grande tradition libérale anglaise, de gouverner, consiste non pas à écouter les aspirations démocratiques du peuple, mais à flatter ses sentiments religieux. Troisième principe, qui, à mon avis, n'est pas propre au Royaume-Uni, ou qu'on voit aussi très présent chez les Américains. C'est l'idée qu'on n'a pas à craindre la pluralité des confessions religieuses. Au contraire, plus il y en a, plus elles se neutralisent. Donc, vous additionnez ces 3 idées-là, et ça donne à peu près ce qu'on observe au Canada aujourd'hui. Et en fait, effectivement, le terme de laïcité est même employé, je crois, par la Cour suprême, mais c'est une laïcité qui, comme telle, compte néanmoins sur la collaboration intime entre le pouvoir public et les groupes religieux. Et on peut dire que le pouvoir public au Canada compte sur eux pour étendre son influence dans la société. L'appartenance à une confession religieuse y est même vue comme une forme naturelle de contribution à la vie communautaire, notamment chez les cultures immigrantes installées au Canada. Les confessions religieuses sont vues comme des relais, des sources de collaboration, des prestataires de services. Appartenance religieuse et citoyenneté peuvent même aller ensemble au Canada. La preuve, on peut tenir une cérémonie d'accession à la citoyenneté dans un édifice religieux, pourvu que ce ne soit pas dans les lieux où se déroule le culte. On peut prêter son serment de citoyenneté sur un livre saint de son choix. Donc, ça veut dire d'une certaine façon que l'appartenance citoyenne est une appartenance de second degré, dérivée d'une appartenance religieuse première. Une ancienne chef de la Cour suprême, Beverly McLaughlin, contrastant la liberté religieuse au Canada et aux États-Unis, disait, j'ai déjà cité souvent cette citation, mais je la trouve très éloquente, «
Au Canada, la garantie de la liberté de religion a un rôle positif, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. La Constitution américaine établit la séparation de l'Église et de l'État, selon laquelle ce dernier ne peut appuyer aucune religion. La garantie canadienne reconnaît à chacun le droit de pratiquer la religion de son choix, mais elle permet aussi à l'État de soutenir les groupes religieux. Et je dirais, une façon de comprendre justement comment le Canada s'appuie sur les groupes religieux et même en donne une vision très élargie. Il faut lire ce que le gouvernement de Carney a déposé, un projet de loi C9, qui a été déposé par le ministre de la Justice, donc à la Chambre des communes en septembre dernier. Ce projet de loi a fait beaucoup parler de lui parce que, bon, semble-t-il, le Bloc québécois aurait négocié un amendement pour enlever l'exemption religieuse pour les discours haineux prohibés. Mais il faut regarder autre chose. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce projet de loi? En fait, il cherche à sanctuariser la liberté de culte, ainsi que celle des activités des groupes identitaires ou minoritaires qui promeuvent, dans les faits, le chartisme multiculturel canadien. Alors, comment cela est-il rédigé? C'est un peu technique, mais il faut quand même voir le contenu du texte. Alors, ce que fait le texte, c'est qu'il érige en infraction criminelle, punissable jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, le fait d'intimider une personne en vue d'entraver son accès à certains lieux servant principalement au culte religieux ou utilisé par un groupe identifiable. Alors, c'est quoi, c'est un groupe identifiable? Bien, il faut lire le Code criminel et c'est une notion qui est utilisée notamment pour définir le crime de génocide. Alors, un groupe identifiable s'entend de toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l'origine nationale ou ethnique, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité ou expression de genre ou la déficience mentale ou physique. En fait, ça vise essentiellement les groupes déjà visés par le fameux article 15 de la Charte canadienne qui énonce le droit à l'égalité. En sciences politiques, ces groupes-là, on sait que ces groupes-là se sont beaucoup mobilisés justement pour appuyer Pierre-Éliott Trudeau dans son projet de rapatriement et l'édiction de la Charte canadienne. Un politologue les a même appelés les « charter people ». Ben, il me semble que les « charter people » réapparaissent dans le Code criminel et ils sont mis sur le même pied que le culte religieux. Je trouve ça fascinant. Mais c'est très cohérent, très, très cohérent avec la pensée canadienne. C'est-à-dire, au fond, on veut d'une part consacrer leur liberté, on veut même utiliser l'arme du droit criminel pour faire en sorte qu'on ne peut pas les intimider ou empêcher leur accès à leurs activités ou à leurs lieux où se déroulent leurs activités. Et on fait ça à peu près dans le même texte de loi. Et à l'heure actuelle, outre le crime de génocide, la notion de groupe identifiable est également utilisée pour définir ce qu'on appelle les méfaits, les atteintes aux biens. Donc l'État canadien, on voit une certaine logique qui se déploie. Et le projet de loi C9, je le trouve fascinant. Revenons d'abord au discours de la CAQ. Rappelons que l'objectif premier de la CAQ a consisté à démontrer que le Québec peut s'épanouir, s'affirmer en tant que nation, en utilisant les leviers à sa disposition dans le cadre canadien, sans devoir ni préconiser une réforme constitutionnelle pour renouveler le cadre canadien, ni envisager l'indépendance. Et il veut faire cette démonstration, justement, en adoptant la loi 21 et d'autres lois sur la laïcité. Mais, je vous dirais, cette souveraineté qu'invoque la CAQ en ce domaine m'apparaît bien mince. Et en français, le mot souveraineté, on l'utilise parfois de manière confuse parce qu'on n'a pas d'autres mots. En allemand, la notion de souveraineté, on peut la distinguer avec trois mots différents. Je vais vous épargner les mots en allemand, mais l'auteur qui a fait ces trois distinctions, le mieux, c'est un grand théoricien de l'État français qui était d'origine alsacienne, donc il connaissait l'allemand, Carré de Malberg. Et Carré Malberg distinguait trois notions de souveraineté. La souveraineté indépendance, c'est quand un État n'est soumis à aucune autorité externe. La souveraineté matérielle, c'est quand l'État peut exercer des pouvoirs concrets, donc faire des lois, battre la monnaie, avoir une armée, rendre la justice. Puis, il y a la souveraineté organe ou organique, c'est-à-dire que quel est l'organe dans l'État
qui est souverain? Est-ce le peuple? Est-ce l'Assemblée? Est-ce les juges? Bon, est-ce le pouvoir exécutif? Bon, qui est souverain dans l'État? Ça, c'est les trois notions de souveraineté. Alors, je vous dirais, si on prend ces trois notions de souveraineté, on les applique au cas du discours de la CAQ sur la loi la laïcité. Il est clair que le Québec n'a pas la souveraineté indépendance. Puisque les pouvoirs qu'il exerce dépendent d'une autorisation extérieure à l'Assemblée nationale ou au peuple du Québec. Oui, il jouit d'une certaine compétence matérielle. Effectivement, il peut adopter des lois en matière de droit civil. Le problème, c'est qu'au Canada, il n'y a pas de partage de pouvoir très clair en matière de religion et de croyance. Ce n'est pas une notion qui apparaît comme telle dans le partage des compétences. Rappelons que le juge, dans l'affaire Hack de la Cour supérieure, a quasiment invalidé la loi au motif qu'elle empiéterait sur le droit criminel. Et si il s'est abstenu de le faire, c'est parce que la loi 21 n'attachait pas de sanctions, de pénalités à la violation de ces prescriptions. La Cour d'appel ne l'a pas suivi dans ce raisonnement, mais rien ne prouve que la Cour suprême ne serait pas tentée de revenir dans ce sillon et d'invoquer le droit criminel canadien pour invalider ou rendre inopérante, en partie ou en totalité, la loi 21. Et même si la Cour confirmait la compétence du Québec sur les religions par le droit civil, sa compétence reste toujours bornée par le droit criminel et par la Charte canadienne. Ensuite, quant à la troisième notion de souveraineté, bien, on verra bien ce que la Cour suprême fera des clauses dérogatoires, donc la clause dérogatoire adoptée par le gouvernement. La Cour étant suprême, elle peut justement ajouter de nouvelles conditions à l'exercice de la clause dérogatoire. Et même si la Cour, par extraordinaire, décidait que tout ce que le Québec est valide, y compris sa clause dérogatoire, le pari de la CAQ est quand même risqué, puisque rien ne garantit qu'à moyen et court terme, la loi 21 sera maintenue. Avec le cours du temps, l'évolution de la démographie, l'immigration, la perte de conscience historique et la force de la religion civile canadienne, notamment de nos institutions d'enseignement, il est plausible de penser qu'après un certain temps, un parti prenne le pouvoir et révoque la loi 21 ou enlève les clauses dérogatoires. Je ne dis pas que ça va arriver, mais c'est un scénario qu'on peut envisager. Je dirais, parce que j'ai l'impression que j'ai un peu épuisé mon temps. Je remarque, moi, j'ai perdu le contrôle, on l'a constaté tout à l'heure. Donc, en fait, je ne sais pas si quelqu'un a j'approche, je pense, du 20 minutes. J'allais te laisser la liberté, toute la souveraineté. Oui, mais je veux pas justement empiéter sur la souveraineté des autres. Alors, je vais conclure. Je vais conclure pour laisser la place à d'autres présentations. Alors, ce que je veux dire, c'est que je constate, et peut-être que ce que je veux dire va faire crisser certaines personnes ici, je constate que beaucoup de souverainistes appuient la démarche de la CAQ. Et alors, ils font peut-être un calcul. Ils se disent, ou bien la CAQ va réussir quelque chose, puis c'est bon pour le Québec, ça accroît son autonomie, ou alors ils vont totalement faillir, et là, évidemment, ça va relancer là, la flamme indépendantiste. Mais tout ça m'apparaît bien aléatoire comme pari. Et pendant ce temps-là, plutôt que d'appuyer ce parti dans cette démarche, on se prive de penser ce que serait un État laïque ou une République du Québec indépendante et laïque. Il y a tout un travail de pédagogie à faire et que la démarche caquiste ne fait pas. Et effectivement, bon, peut-être que pendant la période de questions, je pourrais indiquer justement quelles sont les questions dont nous ne discutons pas, parce que justement, nous sommes complètement obnubilés par la démarche de la CAQ. Alors, je vais m'arrêter là-dessus. Bravo! Le titre de ma présentation, c'est la laïcité malmenée. Alors effectivement, étant donné qu'on ne réfléchit pas peut-être suffisamment avant de faire des lois,
des fois, il y a des choses qui ne tiennent pas. Et bon, c'est de ça que je vais parler plus dans cette présentation-là. Bon. Mais quand même, je dirais que pour commencer, malgré les embûches, malgré les côtés négatifs, les retours en arrière possibles, bon, on a quand même fait des progrès en matière de laïcité, de réflexion en matière de laïcité quand même, notamment avec l'adoption de la loi 21 et plus récemment la loi sur le renforcement de la laïcité à l'école de Bernard Drinville. Bon, et maintenant avec le PL9. Mais il y a aussi des dérives, des contresens, des incompréhensions, des contradictions dans les lois, et puis des angles morts. Et donc, c'est là-dessus là, que je vais baser ma présentation. Alors, les dérives. Donc, laïcité malmenée, en fait, c'est le titre que nous avons donné au RPL. Donc, on est plusieurs du RPL ici. Il y a François Dugré, Lucie Jobin. Bon, alors, donc, en fait, c'est ça. C'est le titre que nous avions donné au RPL en juillet dernier à un texte faisant office de droit de réponse dans le devoir, à un texte d'opinion d'un certain Jean-Claude Ravet, je ne sais pas si vous le connaissez, qui accusait donc le RPL, le Rassemblement pour la laïcité, d'être anti-religion, de militer pour interdire toute manifestation religieuse dans l'espace public au nom de la laïcité. En fait, tous ces gens-là étaient énervés parce que le rapport sur le collège Dawson et les collèges anglophones nous avait cité des choses qu'on disait. Alors ça les avait ça les avait énervés. Alors ils essayaient de dire qu'on disait n'importe quoi. Bon. Mais c'est faux, hein. Nous n'avons jamais dit ça. On n'a jamais dit qu'il fallait refouler tout ce qui relève de la religion dans la sphère intime. On n'a jamais parlé de laïcité de l'espace public. Mais on ne peut pas nier que c'est vrai qu'on l'entend pas mal de plus en plus, hein, sur les réseaux sociaux, les manifestations anti-prières de rue aussi. Mais plus grave, on retrouve maintenant le concept mal avisé de neutralité religieuse de l'espace public entendu comme espace ouvert au public, comme les rues et les parcs. Eh bien, on retrouve ce concept dans le projet de loi 9 de Jean-François Roberge sur le renforcement de la laïcité au Québec. Et donc, voilà, il s'appelle Renforcement de la laïcité au Québec. Donc, vous remarquez qu'on ne parle plus de laïcité de l'État, mais c'est une dérive de la laïcité. Donc en fait, il y a deux dérives de la laïcité qui sont bien connues, hein. D'une part, on a la laïcité ouverte, hein. Donc d'une part, celle des adversaires de la loi 21 qui n'admettent aucune restriction ou interdiction à l'affichage, aux pratiques religieuses, c'est ça, nulle part, partout là, donc aucune intervention de l'État dans le domaine religieux. Et de l'autre, donc eux autres, là, c'est les laïcités ouvertes. Hein. Et puis de l'autre, il y a l'extrémisme laïque, qui consiste à vouloir refouler toute expression religieuse au seul espace privé. Bon, alors je vais quand même rapidement dire ce que c'est que la laïcité, hein, du coup, là. Donc la laïcité, c'est un mode d'organisation de l'État qui dissocie les religions du fonctionnement des institutions publiques. Alors un État laïque est séparé des religions, c'est-à-dire qu'il ne peut s'appuyer sur aucune conviction, croyance ou appartenance religieuse pour justifier ses décisions ou ses actions. Un État laïque est neutre en matière religieuse dans le sens où tous ceux et celles qui travaillent pour les institutions publiques doivent s'abstenir pendant leurs heures de travail d'afficher ou de favoriser leur propre position religieuse ou politique ou conviction spirituelle, incluant l'athéisme, par respect de la liberté de conscience des usagers des services publics. C'est d'autant plus important dans l'enceinte d'un établissement scolaire ou d'une garderie, d'un CPE, puisque le milieu dans lequel évoluent les enfants dès leur plus jeune âge a un effet déterminant sur leur développement psychologique et mental, et qu'il est important de préserver leur droit à un avenir ouvert. Ça aussi, c'est une notion qu'on pourrait discuter longtemps. Alors c'est pourquoi on a salué, donc au RPL, dans le projet de loi 9, pour lequel on était entendu donc mardi dernier, les nombreuses mesures qui visent à renforcer la laïcité de l'État, comme étendre au CPE les exigences de respect de la laïcité, ou l'interdiction des lieux de prière et le voile intégral dans toutes les institutions d'enseignement, de la garderie à l'université.
pour les CPE, par exemple, comme le disent Maître Pelchat et Maître Rousseau dans leur rapport, le fait d'avoir de plus en plus d'éducatrices voilées finit par instaurer un climat religieux qui n'a pas lieu d'être et qui conditionne les enfants et bafoue le droit des parents à un service laïque. Alors, les adversaires qui disent qu'on ne peut pas, que c'est parce qu'il y a trop de femmes voilées déjà, là, et puis qu'il y aura une pénurie de main-d'œuvre, ce qu'on leur dit, c'est que c'est grave quand même. S'ils disent ça, c'est qu'ils reconnaissent qu'il y a déjà un climat religieux qui s'est bien installé dans les garderies. Alors, est-ce qu'on est otage? Est-ce qu'on ne devrait plus rien faire? Est-ce qu'on est otage de ces congrégations religieuses? C'est certain qu'il faut agir. Alors, s'il y en a beaucoup, c'est une raison de plus pour agir rapidement. Donc, au RPL, on dit que ce n'est pas trop tard, mais qu'il faut agir rapidement avant que ça le devienne. L'État doit poser des gestes pour protéger le droit des citoyens à des services publics laïques. Bon, mais je reviens à ma dérive. Dans l'espace public, en France, on appelle ça espace civil, c'est-à-dire l'espace qui est ouvert au public, comme les rues et les parcs. Alors, c'est le principe de libre expression qui devrait s'appliquer, tout en s'assurant, bien sûr, de respecter l'ordre public et la liberté d'autrui. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un régime laïque est construit sur deux principes indissociables. D'un côté, un principe de neutralité religieuse de l'État, et de l'autre, un principe de liberté d'expression et d'affichage dans l'espace public. L'appel à étendre la neutralité religieuse à l'espace public, comme le propose le PL9, c'est donc une des deux dérives dénoncées de la laïcité, que Catherine Kinsler, spécialiste de la laïcité en France, explique bien dans ce passage. Tiens, je vais citer ce passage de son livre « Penser la laïcité ». Alors, je cite... Le régime de laïcité articule le principe de la laïcité ou principe de réserve, d'abstention dans l'espace participant de l'autorité publique avec le principe de liberté de manifestation dans l'espace civil, public et privé et intime. On peut déduire de là les deux dérives les plus fréquentes qui se présentent sous le terme de laïcité. Vouloir étendre la liberté dont jouit l'espace civil à la puissance publique, c'est la laïcité adjectivée, positive, plurielle, modérée, raisonnable, ouverte, etc. Inversement, vouloir durcir l'espace civil en exigeant qu'il applique le principe d'abstention partout. Et ça, c'est l'extrémisme laïque. Donc, je referme la parenthèse. Des deux côtés, la liberté est menacée. En particulier, dire que la liberté religieuse se limite à la maison revient à nier la liberté religieuse. Dans un autre passage, Catherine Kinsler explique que cette position, donc l'extrémisme laïque, ruine le principe même de la laïcité, dont l'objectif est de rendre possible, a priori, ces différentes libertés, et qui la contredit puisqu'elle érige en opinion officielle un contenu doctrinal ouvertement anti-religieux. Je ferme la parenthèse. Cette position revient à bafouer la neutralité religieuse de l'État. La laïcité ne doit pas être anti-religieuse, au contraire. C'est la condition essentielle du pluralisme des religions, des convictions et des idées, comme nous l'expliquait à chaque fois très bien Guy Rocher d'ailleurs. Et donc érigée, comme le prévoit le PL9, une loi qui s'appelle loi favorisant la neutralité religieuse, notamment dans l'espace public, et plus loin, loi de neutralité religieuse de l'espace public, c'est un contresens, une dérive de la laïcité qui porte flanc à toutes les attaques et transmet un très mauvais message aux citoyens qui pourraient en conclure, si l'espace public doit être neutre, qu'ils sont en droit de demander que tout signe religieux soit également interdit dans l'espace public, et là ils vont se faire entrer dedans, comme ils n'arrêtent pas de se faire entrer dedans depuis la loi 21. Donc ce n'est pas à leur rendre service. Alors c'est pourquoi mardi, on a demandé au ministre d'abolir ce concept de neutralité de l'espace public. Il faut vraiment enlever ça là, et de renommer le projet de loi pour qu'il soit clair que la laïcité s'applique à l'État québécois et non pas à l'espace public. Mais bien sûr, la laïcité ne règle pas tout et des lois doivent être aussi édictées pour préserver l'ordre public. On comprend en fait l'intention du ministre qui était de régler le problème des prières de rue qui se sont multipliées, on l'a vu à Montréal,
notamment là dans le contexte des manifestations pour Gaza, et qui ont envenimé vraiment le climat social. On est bien conscient de ça, c'est un problème, mais le remède ne doit pas être pire que le mal. Parce que le PL9 ne parle pas d'interdire ces prières de rue là, il parle d'interdire, sauf autorisation exceptionnelle du conseil municipal, toute utilisation de la voie publique et des parcs à des fins de pratiques religieuses collectives. Bon, alors le MLQ de Daniel Barry dit qu'est-ce que ça veut dire collective. Effectivement, c'est aussi, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais surtout aussi comment dire qu'est-ce qui est religieux et qu'est-ce qui est collectif. Est-ce que les prières de rue dans le cadre des manifestations pour Gaza, là, est-ce que c'est religieux ou est-ce que c'est politique? C'est plutôt politique. Hein. Alors donc ils vont se défendre, ils vont dire que c'est politique, et puis ça ne réglera pas le problème. Hein. Donc comment différencier une pratique religieuse d'une pratique non religieuse? Puis pourquoi interdire un baptême, un mariage dans un parc, une séance de méditation, un rassemblement festif pour une fête religieuse? Personne ne voudrait voir disparaître de tels événements. Bon, sinon, ça devient vraiment un régime autoritaire. Hein. Bon, et comment justifier de cibler des rassemblements religieux plutôt que d'autres manifestations non religieuses qui troublent l'ordre public et qui ne seront pas interdites? On pense aux manifestations des Black Blocs, par exemple. Alors, dans le cas des prières de rue, en fait, c'est pas au nom de la laïcité qu'il faut agir, c'est au nom de la paix sociale, de l'ordre public, de la lutte contre l'extrémisme et des discours qui appellent au meurtre qu'il faut agir. Donc, François Dugré, ici présent, a fait une belle revue de littérature, une recherche dans notre mémoire du RPL, pour voir ce qui se fait dans les autres pays pour interdire les prières de rue. Et ça confirme cette position. Hein. Si des prières de rue sont à certaines conditions autorisées ou interdites, la laïcité n'est jamais invoquée, ni ne constitue un élément justificatif. Hein. Bon. Ceci dit, on a quand même salué les balises introduites dans le projet de loi 9 qui visent à définir les conditions dans lesquelles une municipalité peut octroyer une autorisation d'utilisation d'un espace public à des fins de pratiques religieuses collectives. Hein. En particulier, le fait qu'une telle activité ne peut pas être discriminatoire. Les parcs doivent être des lieux de rassemblement, de partage, d'échange. On ne peut pas transformer un parc en un lieu de culte sacralisé et en exclure les citoyens qui ne pratiquent pas une certaine religion. Ce n'est pas acceptable. Alors, comme il n'y avait pas de cohérence, clairement, dans les règlements municipaux, il y avait lieu de les harmoniser en instaurant des balises. Et puis les balises qui sont dans le projet de loi 9, je pense qu'elles sont bonnes, il n'y a pas de problème là, et nous sommes d'accord avec ça. Mais, par contre, nous on dit qu'il faudrait les déplacer, ne pas en faire une nouvelle loi comme ça qui est mal nommée, mais les déplacer dans une loi qui existe déjà, la loi des compétences, la loi sur les compétences municipales. Ceci dit, il ne faut pas se voiler la face. Le plus gros problème dans le cas des prières de rue, c'est que les organisateurs ne demandent aucune autorisation à la ville. Et ils ont le droit. Hein. Depuis l'abrogation du règlement municipal qu'on appelait anti-manif, le P6, à la suite du printemps érable, eh bien, cette loi-là a été abrogée. Hein. Donc, il n'y en a plus de loi. À l'époque, là, on pouvait leur demander, enfin, on avait essayé aussi on leur demandait de se signaler à la police, hein, de donner leur itinéraire à la police. Mais ça a été abrogé. Et donc, ils n'ont ni l'obligation de demander un permis à la municipalité, ni à se signaler à la police. Donc, ils ont le droit. Donc, ils ne demandent rien, ils ont le droit. Donc, on a beau faire des balises, d'instaurer des balises pour l'octroi de permis municipaux, s'ils n'ont pas obligé de demander un permis, on ne sera pas plus avancé, en fait. Hein. Voilà, donc c'est ça que je dis. Alors il faudrait ramener une loi obligeant les organisateurs de manifs de demander un permis ou au moins de se déclarer à la police. Mais ça ne relève pas de la laïcité. Ça relève plutôt du mandat de M. Yann Lafrenière, moi je dirais. Voilà, bref. Alors donc, quelle est la solution? Alors il n'y a pas de solution magique contre ce problème des prières de rue. Mais en tout cas, ce n'est pas en instaurant un concept mal avisé de neutralité religieuse de l'espace public qu'on va y arriver. Ok, alors ça c'était dérive, j'ai appelé ma prochaine contresens. Hein.
Par ailleurs, on déplore depuis longtemps l'ambiguïté dans la définition du principe de neutralité religieuse de l'État dans la loi 21 elle-même, notamment par le lien qui est fait avec les accommodements religieux. Alors quand on dit qu'on n'y a pas pensé, mais moi je trouve qu'on n'a pas vraiment pensé à la définition de neutralité religieuse. On parle tous de neutralité religieuse, mais les adversaires de la loi 21 l'entendent d'une façon, et nous on l'entend d'une façon, et la loi 21 ne permet pas de préciser la définition, c'est-à-dire que si on a un changement de régime, de gouvernement, eh ben, on risque complètement de se retrouver avec une autre définition de la neutralité religieuse. Alors, la neutralité religieuse, telle qu'elle est comprise par l'immense majorité des Québécois et des Québécoises, signifie que l'État n'a pas à prendre en considération les croyances, pratiques ou obligations religieuses des uns et des autres dans son fonctionnement. C'est cette compréhension de la neutralité religieuse, de fait et d'apparence, qui est à l'origine de l'interdiction des signes religieux chez les employés de l'État en autorité et à l'origine de l'interdiction des salles de prière dans les écoles, instaurée par M. Drainville. Mais en même temps, la loi 21 renvoie à la définition de la neutralité religieuse de l'État à la loi sur les accommodements religieux, qui a un titre long comme ça, dont je ne me rappelle pas, mais c'était la loi des libéraux, la loi 69, des libéraux. Combien ? Ah bon, c'était 62 ? Oh, on se perd dans les chiffres. Alors, instaurée avant la loi 21. Donc, c'est une loi qui dresse les balises des accommodements religieux. Donc, le PL9, là, de Roberge, abolit cette loi des libéraux, mais il en instaure une nouvelle qui s'appelle « Loi favorisant la neutralité religieuse, notamment dans l'espace public ». Alors, je suis allée chercher, c'est changer 4,30 sous pour une piastre. Ça, je suis allée chercher dans Google parce que je ne comprends pas cette expression québécoise, mais je savais que c'était ça que je devais mettre. Hein? Voilà. Donc, la prochaine fois, j'irai la rechercher. C'est pas beau, ça. 4,30 sous pour une piastre. Alors, en tout cas, c'est ça qui est ça. Hein. Cette loi reconduit l'obligation d'accommodement religieux et en plus continue à l'associer à la neutralité religieuse. C'est ça. Alors, on n'a pas progressé. On n'a pas progressé. Dans le titre, c'est neutralité religieuse et c'est une loi sur les accommodements religieux. Pour moi, ça ne va pas ensemble. Or, accorder une dérogation à une loi ou un règlement pour motif religieux, c'est par définition contraire au principe de neutralité religieuse, même en remplaçant la contrainte excessive par la contrainte plus que minimale. Daniel Barry, mercredi, je pense, a demandé au ministre de lui trouver un accommodement religieux qui serait conforme à toutes les balises qu'on introduit dans la loi. Alors moi, je pose la même question. Trouvez-moi un accommodement religieux qui ne soit pas en contradiction avec la laïcité, et on en discutera. Alors, c'est bien, on va en discuter, Christiane. Aïe, aïe, aïe. Alors, bon, c'est pas gros, ça. Alors, qu'est-ce que c'est la neutralité religieuse? Est-ce que ça consiste à accommoder toutes les religions ou à l'inverse, à n'en accommoder aucune au sein de l'État? Ça ne peut pas être les deux. Hein. Pourtant, on a les deux compréhensions contradictoires dans le PL9, dans les cas des salles de prière d'un côté et de l'alimentation religieuse de l'autre. Alors, dans le cas des salles de prière, hein, plutôt que d'exiger, on n'a pas dit, on permet les salles de prière, s'il y en a une pour les catholiques, une pour les protestants, une pour les musulmans, on a dit, ou une multiconfessionnelle, on a dit pas de salle de prière. Hein. Donc ça, c'est cohérent avec le fait que la neutralité, en tout cas, ma première définition de la neutralité. Mais à l'inverse, pour les menus religieux, le projet de loi 9 dit qu'il peut y en avoir, hein, qu'une institution publique peut donner des menus, peut répondre à cet accommodement religieux pourvu que ça ne soit pas exclusif, c'est-à-dire qu'il y ait des menus pour les autres. Mais ce n'est pas cohérent. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, ce n'est pas cohérent avec les lieux de prière. Si pour les lieux de prière, on ne dit pas de lieu de prière, pourquoi on ne dit pas de menu religieux? Plutôt que de dire, ça va en prendre, oui d'accord, s'il y a de la viande halal, il faut aussi qu'il y ait de la viande
cachère, il faut aussi qu'il y ait de la viande obtenue par un abattage conventionnel, etc. Alors non seulement c'est pas... Donc c'est contradictoire, du coup on ne sait pas ce que c'est la neutralité religieuse, et puis ce que je dis c'est que ce n'est pas applicable. Comment voulez-vous qu'une garderie puisse avoir à la fois de la viande... C'est une contrainte en tout cas excessive. Hein. En fait, à partir du moment où ça devient une contrainte qu'on impose aux institutions, c'est excessif. Comment voulez-vous qu'une garderie puisse avoir de la viande halal, de la viande cachère, de la viande ni l'un ni l'autre? Ça devient impossible. Voilà. Donc c'est ça que je voulais dire. Ok. Maintenant, je voudrais finir quand même, je voudrais rapidement parler d'une autre incompréhension des visées de la laïcité. Quand le leitmotiv de la CAQ, c'est comme ça qu'on vit au Québec, qui est brandi pour justifier le renforcement de la laïcité, ça je ne l'ai pas dit à M. Roberge. Bon, parce que ce n'est pas écrit, hein, c'est dans le discours. Hein. Porte flanc aux attaques, en fait, à savoir quelle serait l'expression d'un autoritarisme de l'État. Après, on s'étonne qu'on les accuse d'autoritarisme. Et sous-entend l'existence d'un clivage entre Québécois de souche et minorités culturelles. Mais c'est une fausse perception. La loi 21 est soutenue par des citoyens de toutes origines. Hein, inversement, beaucoup de Québécois de souche s'y opposent. Alors, ce n'est pas bon de faire ça. Il ne faut pas voir la laïcité comme une imposition contre des minorités, mais comme un devoir de l'État. Alors, nous sommes nombreux et nombreuses à provenir de pays étouffés par des contraintes religieuses. En immigrant au Québec, on souhaite bénéficier de la même liberté que tous les autres Québécois et Québécoises, notamment bénéficier d'une école publique laïque pour nos enfants à l'abri des pressions religieuses. Alors, la loi 84 sur 2 ou 4, 84 sur l'intégration à la nation québécoise de Jean-François Roberge demande aux nouveaux arrivants de participer pleinement en français à la société québécoise et à la vitalité de la culture québécoise en l'enrichissant. Mais c'est parfait, mais pour ce faire, on demande à l'État de nous permettre de le faire en nous assurant des institutions laïques à l'abri de l'intégrisme religieux. Donc c'est le sens de la réciprocité dont il est question dans sa loi sur l'intégration nationale. C'est de cette façon que l'État peut assurer l'épanouissement des personnes, j'aime pas ça, là, ces mots-là, l'épanouissement des immigrants. Hein? Et donc, c'est comme ça qu'on vit. C'est un devoir du gouvernement, c'est une responsabilité du gouvernement d'assurer aux personnes qui arrivent la possibilité d'évoluer dans un milieu où ils ne sont pas étouffés par la religion et où ils peuvent contribuer de façon égale, comme tout le monde, à la vitalité du Québec. Donc la laïcité souffre, je dirais, d'une communication déficiente qui la fragilise. Elle ne devrait pas être présentée comme une suite d'interdictions imposées aux uns pour bénéficier aux autres, mais bien comme un droit collectif bénéficiant à toutes et tous. Bon, et voilà, je n'aurais pas eu le temps de parler d'un sujet qui me tient à cœur, ce sera pour une autre fois. D'accord, c'est une bonne idée, ça. Merci beaucoup. Okay. Merci encore une fois de l'invitation. Ça me fait plaisir de partager avec vous certains éléments du rapport qui s'intitule « Pour une laïcité québécoise encore plus cohérente, bilan et perspective ». Et aussi, j'étais aussi en commission parlementaire cette semaine pour nous prononcer. Guillaume était avec moi, mais comme il était à l'Université de Nîmes, en France, donc il était par visioconférence. Et nous avons tous les deux souligné quelques éléments positifs du projet de loi 9. Sur les éléments négatifs, il y en a un, entre autres, qui nous agace particulièrement, c'est le retrait de l'article 4 sur les services laïques, le droit des services laïques, qui était dans la loi 21, qui a été retiré. Et on nous a expliqué que c'était à la demande de M. le souverain Jolin Barrette, le roi Jolin Barrette, qui voulait mettre cet élément-là dans son projet de constitution, sauf que dans le projet de constitution, tel qu'il est rédigé en ce moment, on a affaire à un droit collectif et non pas un droit individuel. Donc, qui serait, et selon DCQ, selon Droit collectif Québec,
qui est présidé par mon collègue Daniel Turp, ce serait impossible à partir de maintenant d'avoir un droit pour revendiquer le droit des services laïques, puisqu'on parle surtout d'un droit collectif. Daniel pourra vous en parler un peu plus que moi, mais c'est quelque chose qu'on a remarqué, qu'on a reproché. L'autre élément qui est important à souligner, puis Nadia, elle vous en a parlé en long et en large, mais le problème des accommodements dits raisonnables, nous, on a demandé de modifier le terme accommodement raisonnable pour accommodement minimal et non pas excessif, c'est-à-dire c'est un concept juridique. Et c'est bien expliqué dans notre rapport et on vit avec ça. On est pris avec ces concepts juridiques-là. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de l'amoindrir, c'est-à-dire de faire en sorte que l'État et le privé aussi puissent avoir une plus grande marge de manœuvre pour donner un accommodement pour les services religieux, c'est-à-dire pour la liberté religieuse, qui ne soit pas aussi envahissant que ce que ça l'est en ce moment. Et même, je pense qu'on est allé très loin. Daniel, tu pourrais même le dire. On est allé assez loin quand même dans nos recommandations. Ce qui a été retenu par le ministre pour le projet de loi 9, c'est vraiment très loin. Je ne pense pas qu'on puisse dire que l'article 10 de la Charte québécoise, qui est le droit à l'égalité, on pourrait jamais, jamais avoir d'accommodement. Parce que ça veut dire que le droit à l'égalité ne serait pas vraiment respecté s'il n'y a pas de possibilité d'accommodement. Parce que là, on parle d'accommodement religieux, mais il y a d'autres accommodements en vertu du droit à l'article 15 ou l'article 10 de la Charte qui doivent être donnés. Alors, je ne veux pas entrer ici dans des technicalités juridiques, mais c'est important quand même de le dire parce que je suis en train d'étudier particulièrement les actions positives. Et les actions positives, ça fait partie des accommodements religieux, les actions positives pour donner vie au droit à l'égalité. Et professeur Proulx, cependant qu'il enseignait à Sherbrooke, avait dit à un moment donné que l'exemple des rampes dans les édifices publics pour les personnes handicapées, c'est une action positive. Par exemple, pour donner vie au droit de vote, si une personne handicapée en chaise roulante ne peut pas entrer dans le bureau de vote, bien, c'est une grave atteinte à son droit à l'égalité, c'est-à-dire le droit d'aller voter. Et je trouvais cet exemple-là quand même très parlant parce qu'on pense toujours aux accommodements en droit du travail ou en droit religieux, mais les accommodements pour le droit à l'égalité, c'est beaucoup plus large que ça. Alors, c'est difficile de pas... Pour nous, c'était difficile de dire « abolissons complètement les accommodements ». C'était presque impossible. Alors, je voulais revenir là-dessus. Ce que fait notre rapport, qui n'est pas parfait, mais nous avons eu 5 mois, je dois dire, pas 6 mois, 5 mois pour faire ce rapport. Et nous avons travaillé très fort. Et c'est sûr que parce que Guillaume et moi, on a une bonne expérience du sujet, on a été capable de ratisser assez large. Dans mon cas, je pensais très important d'avoir un chapitre complet sur le droit des femmes à l'égalité et sur le fait que les femmes ne doivent pas être discriminées en vertu du droit religieux, en vertu des accommodements religieux. Vous vous souvenez, quand j'étais au Conseil du statut de la femme, en 2007, c'était dans la période des accommodements dits raisonnables et on voyait que de plus en plus de ces accommodements-là étaient demandés pour ne pas être servis par une femme ou encore pour cacher le Y, les fenêtres du Y de Montréal parce qu'il y avait des femmes en short et ça devenait difficile pour certaines personnes de communautés religieuses de passer par là parce qu'ils voyaient ces femmes, ces tentatrices universelles, danger pour la sexualité, la chasteté de ces messieurs. Donc, et là, moi, je me suis un peu, beaucoup objectée à ce genre d'accommodement. Et j'ai eu l'idée de retenir les services du professeur Henri Brun, qui m'avait enseigné à l'Université Laval. Ma première année de droit, je l'ai fait à Laval et non pas à Montréal. Et c'est professeur Henri Brun que je respectais, que j'aimais beaucoup, même si
J'avais eu maille à partir quelques fois avec lui dans une autre vie. Mais alors, j'ai demandé de venir être le conseiller du conseil sur justement cet élément-là. Donc, le conflit de droit entre la liberté de religion et l'égalité entre les femmes et les hommes. Et on a fait 3 avis pas mal percutants. Et même le ministre Jolin Barrette m'avait avoué que 2 de ces avis-là avaient inspiré pour la rédaction de la loi 21. Et dans ces avis, on avait vraiment élaboré comment le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes était un de ceux qui était le plus souvent violé, oui, exactement, et combien c'était banal d'accorder un accommodement religieux qui tassait les femmes. Alors, dans le rapport, je trouvais important que l'on ait un chapitre complet sur l'égalité entre les femmes et les hommes, et pour aider les personnes qui réfléchissent à ces questions, à bien comprendre que les religions, et on le dit dans le rapport, il y a des gros mots dans ce rapport-là. Le mot patriarcat revient assez régulièrement. Même Guillaume, au début, avait les oreilles un peu... Mais écoutez, c'est ce qui fait, parce que on sait que les religions sont nées dans le creuset du patriarcat qui fait en sorte que les femmes sont inférieures aux hommes. Alors, les religions, les 3 religions monothéistes, c'est la norme que les femmes soient infériorisées aux hommes, et donc tout le droit, ça commence par le droit romain, mais le droit après le droit canon, par exemple le droit civil québécois durant l'acte de Québec, c'était le droit napoléonien. Alors les femmes avaient un statut moindre que les hommes, etc., etc. Donc, et j'ai même dans le rapport, on explique, oui, c'est important, la laïcité, la neutralité plutôt religieuse des représentantes et des représentants de l'État, dont les gardiennes et les éducatrices en CPE, pour la neutralité, le devoir de neutralité de l'État, mais c'est aussi important que ces employés de l'État, ces représentants de l'État, ne soient pas voilés, parce que c'est du voile dont on parle le plus, parce que c'est un signe qui est sexiste. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, malheureusement. Puis, bon, je comprends que le RPL ou... mais moi, je représente PDF Québec devant la Cour suprême, justement pour défendre la loi 21, et j'expose en long et en large comment les signes religieux sont porteurs des dogmes d'infériorisation des femmes. Et quand Nadia vous disait tout à l'heure que dans les CPE et les garderies privées, les dogmes religieux et la religiosité fait maintenant partie du quotidien, parce qu'on a fait l'erreur en 2019 de ne pas inclure les CPE et les garderies subventionnées dans les normes, les obligations de neutralité religieuse. Ce qui s'est passé, puis Fatima pourrait nous le dire, une collègue de Nadia qu'on a interviewée, il y a eu comme un mouvement pour s'installer un peu plus de religiosité dans les endroits où il n'y en avait pas. Et les CPE et les garderies, on le voit, Nadia le mentionnait tout à l'heure, beaucoup de CPE et beaucoup de garderies privées où les éducatrices portent le voile. Et certaines portaient même le niqab. Dans certains CPE, même si on disait que c'était interdit, des CPE qui étaient près de l'école Bedford, on nous a dit qu'il y avait certaines femmes qui portaient le niqab. Donc, parce qu'il n'y a pas le ministère de la Famille n'inspecte pas et ne se soucie pas tellement de ces considérations-là. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'on a rencontré, puis on a parlé à des gens des CPE et des gens de l'Association québécoise des CPE, des gens des garderies privées subventionnées. Et la religiosité, le premier signe de religiosité, c'est effectivement les signes religieux que portent les éducatrices en garderie, les responsables aussi en garderie et en CPE. Et cela entraîne un climat de religiosité et de discussion sur qu'est-ce qui est permis,
pour la religion? Est-ce qu'on peut manger, les enfants qui viennent voir l'éducatrice, est-ce que je peux manger ces bonbons-là? Est-ce qu'il y a de la gélatine dans ces bonbons-là? Est-ce que cette semaine, il y a telle fête? Est-ce qu'on peut partir plus tôt pour telle fête, etc.? Alors, il y a comme... Et une éducatrice de l'école, une enseignante de l'école de Bedford m'a dit que le fait, c'est réglé maintenant, mais quand même, le fait que les éducatrices de garderie scolaire portaient le signe religieux, elle dit ça a changé complètement la relation entre nos élèves, de confession musulmane bien sûr, avec moi comme professeur non confessionnel. Les enfants, je n'étais plus le référent ou la référence pour mes enfants, c'est l'éducatrice voilée qui devenait le référent. Alors, ce climat de religiosité-là est bel et bien installé et il y a un ancien travailleur de l'Association québécoise des CPE qui nous a dit à Montréal, essayez d'aller dans les CPE qui ont été identifiés par Francis Veil comme des CPE qui recrutent les enfants par ethnie, religion, etc. Essayez d'aller dans ces CPE-là avec votre enfant, ce qui n'est pas religieux, ou même qui n'est pas de cette confession, de ce CPE, vous verrez que c'est impossible. Parce que depuis toujours, le ministère de la Famille tolère la religiosité de ces CPE et de ces garderies privées subventionnées. Alors, c'est tout réglé. C'est pas ça qu'elle dit, Nathalie Roy? Elle a dit que c'était tout réglé. Ah oui, Mme Roy a dit que c'était, tu as raison, elle a dit que c'était tout réglé. Sauf que ce qui est réglé, peut-être que c'est le fait que les CPE ou les garderies ne peuvent plus sélectionner les enfants selon l'origine ethnique ou religieuse. Mais le fonctionnement, je serais très curieuse de voir le fonctionnement de ces CPE et des garderies privées. Alors, ce n'est pas seulement une question théorique de dire « Ah, on ne veut pas, on veut que l'État soit laïque et que ses représentantes et ses représentants soient neutres ». Ce n'est pas une question théorique, c'est une question pratique. Il faut aller dans ces lieux pour savoir combien la religiosité s'installe et combien le fait laïque prend de moins en moins d'espace. C'est l'article 2 de la loi sur la laïcité qui impose la laïcité, qui définit la laïcité par 4 principes, ne s'applique pas dans les CPE, ne s'appliquait pas dans les CPE et les garderies privées. Et on voit toute l'importance du religieux. Et curieusement, le ministère de la Famille a dit, un journaliste qui a dit, « Mais pourquoi vous acceptez que des CPE donnent de la nourriture halal à tous les enfants? » Le ministère de la Famille a dit, « Oui, mais la loi sur la laïcité ne s'applique pas. » Comme si les principes jurisprudentiels, eux, ne tiennent plus la route et que c'est seulement les principes statutaires qui doivent s'appliquer. Alors, on voit que là, il y a une vraie dérive du ministère de la Famille. L'autre élément sur lequel je vais attirer votre attention, c'est dans les cégeps et dans les universités. Nous avons, pas dans les universités, c'est faux, dans les cégeps, nous avons rencontré plusieurs professeurs de cégep de Montréal qui nous ont dit à quel point les principes de laïcité, qui s'appliquent pourtant dans les cégeps, l'article 2 de la loi sur la laïcité, avec les 4 principes de la laïcité, s'appliquent dans les cégeps, nous ont dit à quel point la laïcité, parce que c'est tabou, parce que les directions de cégep ne veulent pas trop mettre de l'avant les principes de laïcité, qui veut dire qu'il n'y a pas d'activité religieuse dans les cégeps, qu'il n'y a pas de croyances religieuses qui peuvent prendre le dessus sur le régime pédagogique, par exemple, bien, il faudrait qu'il y ait plus un resserrement là, dans les cégeps, justement pour appliquer les principes de laïcité. Beaucoup de cégeps, il y a des gens qui ont demandé des locaux de prière, ça a été accepté. On a donné des locaux de prière dans des cégeps. On a donné des locaux de prière dans lesquels on séparait les hommes et les femmes. Alors qu'on parle de l'égalité. Mais c'est jamais grave, hein? L'égalité entre les femmes et les hommes. Les femmes, si on porte atteinte aux droits des femmes et à l'égalité, c'est jamais grave. Comme j'ai dit en commission parlementaire, j'ai osé m'adresser à Madoua Cadet, la députée libérale de Sauvé, qui est d'origine haïtienne. Je lui ai dit, imaginez, parce que je faisais référence à la Société d'assurance automobile, si vous, on vous disait, je ne veux pas être servi par une Noire, comment vous réagiriez? Je me suis fait même gronder par certaines personnes. Je connais bien Madoua, alors je me suis permis de...
Mais quand c'est une femme, c'est pas grave. C'est pas grave de dire, OK, on ne veut pas être servi par une femme, ma religion m'empêche d'être dans un véhicule seul. Et ça a été confirmé, ça a toujours lieu à la Société d'assurance automobile, c'est la pratique d'accommodement encore qui a cours aujourd'hui, même si, Guillaume et moi, on a bien dit aux gens de la SAC qu'on avait rencontrés au mois de juillet, c'est interdit. Ça dure depuis 2010. La Commission des droits de la personne avait donné cet avis à la SAC. On a dit, oui, mais depuis 2010, il y a eu la loi 62 sur les accommodements raisonnables qui dit dont doit respecter l'égalité entre les femmes et les hommes. Et il y a eu la loi 21 en 2019, mais la Société d'assurance automobile fait comme si de rien n'était. L'autre élément sur lequel on est revenu dans notre rapport, et là, c'est vraiment inclus dans la loi, le projet de loi 9, c'est la tendance dans plusieurs cégeps de Montréal de certaines jeunes filles qui veulent porter le voile intégral. Plusieurs professeurs, hommes et femmes, nous ont dit à quel point non seulement cela amenait un climat de religiosité, encore une fois, mais deuxièmement, comment ça portait atteinte pour certains à la laïcité, mais aussi à l'égalité entre les femmes et les hommes. Moi, j'ai dit, et je le dis dans le rapport, et je l'ai dit depuis 2007, accepter que des femmes soient complètement voilées dans nos institutions publiques, c'est accepter une atteinte à la dignité humaine de ces femmes-là. Et qu'on dit, une femme est à ce point indigne de se présenter en public, visage découvert, qu'elle doit absolument se voiler. Alors moi, comme État, si j'accepte ça, bien je pense que j'accepte donc le principe que ces femmes sont à ce point indignes. Alors, c'est déjà, donc, on avait dit, je l'ai déjà dit, et là, on l'a redit, et des professeurs en santé, en sciences de la santé, au cégep, qui nous disaient, quand on arrive pour faire des stages avec ces étudiantes-là qui arrivent en hôpital ou dans les CHSLD qui sont complètement voilées, imaginez les personnes, les patients qu'on sert, comment ils réagissent. Il y en a qui ont peur, il y en a qui ne comprennent pas. Et c'est impossible d'avoir une relation de soignante avec un patient si on est complètement voilé. Alors, on est très, très content que le gouvernement, que le ministre a retenu notre recommandation, qu'il n'y ait absolument pas, et là, qu'il n'y ait absolument pas dans l'espace civil qui appartient à l'État, donc là où il y a des services, parce que je fais de la distinction avec ce que tu disais, de personnes qui portent un voile complet. Ça va être difficile à faire appliquer, mais il faut que parce que c'est au nom de la dignité des femmes. Alors, tout ça pour vous résumer rapidement que la laïcité et l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est très lié. C'est très lié et c'est fondamental de se rappeler à chaque fois que la laïcité, c'est un instrument pour valoriser, pour faire valoir les droits des femmes. Désolée, Julie. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, moi, je vous dirais que, Nadia l'a dit, dans l'espace civil, parce que la loi sur la laïcité, c'est la loi sur la laïcité de l'État. Et Nadia a raison de mentionner la dérive concernant l'espace public. Nous, on n'en a pas fait de cas, mais je suis contente que le RPL l'ait souligné, parce que c'est quand même une dérive. Mais je vous dirais que c'est difficile de faire appliquer la loi et les principes de laïcité dans l'espace civil, c'est-à-dire, presque on pourrait dire l'espace privé, ouvert au public, c'est ça. Alors, ce serait très difficile, à moins que vous puissiez démontrer que c'est vraiment contraire à votre croyance religieuse ou à votre liberté individuelle, ou encore que vous soyez obligé de dévoiler, comme dans l'arrêt MLQ contre Saguenay, dévoiler votre appartenance. Je ne pense pas, mais là, je ne peux pas vous donner une opinion juridique comme ça, boule pour point, je ne l'ai pas étudiée, puis je vais m'en remettre aux enseignants de mes professeurs, aux enseignements de mes professeurs.
vaudrait mieux que j'étudie la question. Mais je ne pense pas, en tout cas, c'est pas un recours à la loi sur la laïcité que vous pourriez avoir pour faire valoir votre droit. Voilà, et là, je vais laisser mon ami prendre la parole. Oui, c'est ça. On ne peut pas demander à un magasin, en tout cas, on peut pas. La laïcité ne permet pas d'imposer la neutralité c'est ça, là, du port de signes religieux dans les magasins, etc., dans les cinémas et tout ça. Mais mais vous avez le droit, en tant que citoyen, d'expliquer, d'exprimer votre mécontentement. Vous savez, vous pouvez aussi, tout en restant poli, courtois, argumenté, rien n'empêche de dire ce que vous pensez. C'est pas parce que... C'est ça, là, n'importe qui, d'ailleurs. Hein. Là, il n'y a pas que le voile qui nous dérange. On peut manifester notre désaccord sur plein de choses dans la vie de tous les jours. Donc, rien ne vous empêche de dire à la dame, lui expliquer pourquoi le port de ce signe religieux vous heurte. Ça, c'est pas... bon. Mais vous ne pouvez pas obliger la direction, enfin, le magasin d'embaucher des... Ça, non. Mais vous avez tout à fait le droit de dire ce que vous en pensez. Voilà. Mais j'aimerais ça dire quelque chose là-dessus. Moi, je pense que puis la Commission des droits de la personne et même peut-être la Cour suprême sont probablement la CDPDJ, encore plus, a décidé de hiérarchiser les droits et de faire de la liberté de religion le droit le plus important. Hein? Alors ça, je pense que c'est très clair. Je leur ai dit plusieurs fois. Pas tellement aimé, moi, à la CDPDJ. Je ne suis pas très populaire. Là non plus, mais ça, c'est vrai. Et quand tu parles des cours au cégep, par exemple, les professeurs nous disaient qu'ils ne savaient plus, beaucoup de profs qu'on a rencontrés, à quel sein se vouer, pour ne pas faire de jeu de mots, quand des étudiants refusaient d'assister à une projection du film Crazy, parce que l'homosexualité, c'était contre leur pratique religieuse, ou encore ne voulaient pas dessiner des nus dans les cours d'art plastique parce que c'était contre. Mais ça, c'est absolument pas... Moi, je pense, en tout cas, je serais capable de défendre qu'on ne peut pas accorder d'accommodement religieux ou pas là, sur le programme pédagogique du gouvernement. Ce n'est pas la loi de Dieu qui doit instruire ce qu'on enseigne, mais c'est la loi votée démocratiquement. Je suis tout à fait d'accord. Encore une fois, peut-être que ce serait intéressant de répondre à la question de Daniel Barry au sujet... Quel pourrait être à ce moment-là un nouvel accommodement qui est, moi j'en ai une coupe en tête, là, qui pourrait être considéré comme non excessif et plus que minimal. On en a évoqué quelques-uns, Guillaume et moi, mais encore là, ça diminue quand même beaucoup la portée des accommodements raisonnables. Moi, je pense qu'un accommodement qu'on pensait... en lisant le rapport Bouchard-Taylor, d'ailleurs, je pense que je le vois là, on a l'impression que permettre des menus halal et cachers, ça fait partie des accommodements qu'on peut tolérer, qu'on peut permettre. Alors ça, là-dessus, j'ai beaucoup de choses à dire. Vous irez voir en particulier l'article que j'ai publié avec une docteur en médecine vétérinaire hier dans le Journal de Montréal sur l'abattage rituel qui porte atteinte aux valeurs sociales les plus élémentaires de bien-être animal. Alors, cette idée que le halal et le kasher, ça fait partie, ce sont les accommodements religieux les plus facilement, qu'on peut octroyer le plus facilement. Je pense que c'est vraiment, il faut démonter cette idée-là. Et d'ailleurs, vous irez lire nos dernières interventions, écouter et lire nos dernières interventions là-dessus. Moi, je pense que ça ne marche pas. Ben, justement, bon, c'est un vaste débat, mais pour faire court, c'est-à-dire au fond... si on envisage la manière dont une république indépendante québécoise pourrait réaménager les rapports entre son nouvel État et les phénomènes religieux, et il faudrait aussi justement s'entendre sur le sens de ce qui est religieux, ce qui n'est jamais fait dans toutes les lois adoptées jusqu'ici au Québec.
on renvoie toujours à finalement une définition du religieux qui tomberait sous le sens commun. C'est-à-dire, c'est tellement évident que n'importe qui pourrait dire « Ah, ça c'est religieux, ça ce ne l'est pas ». Mais on ne le définit jamais. Mais indépendamment de ce débat qui peut faire l'objet de bien des colloques, quelques aspects. Premièrement, c'est clair que un État nouveau, républicain, peu importe, n'aura pas à reprendre tout le logiciel, la religion civile canadienne. C'est déjà, on fait table rase. Le problème, c'est pas tellement de faire table rase, c'est de savoir par quoi le remplacer. C'est ça qui est plus difficile. C'est-à-dire que, et surtout qu'on on parle beaucoup ici des lois du Québec, mais on parle très peu, moi j'ai essayé de le faire un petit peu, mais de ce que fait Ottawa, ou de ce que font les autres États provinciaux. Ça aussi, ça a un impact. Et ça, on le connaît mal. Absolument. On le connaît mal. On est très centré sur nos débats. Bon, c'est important, il y a des questions, oui, qui nous divisent, qui nous passionnent, mais on connaît très peu. On connaît très peu, pas seulement le droit, mais la culture, l'histoire de ce pays qui nous englobe et qui nous minorise depuis longtemps. Mais supposons que, par extraordinaire, on se dégage de cette carapace, justement, il faut remplacer ça par autre chose. Alors, c'est tout un effort de pensée, et je ne vais pas vous donner nécessairement des réponses toutes crachées aujourd'hui. Justement, un élément fondamental qui apparaît, c'est que le Québec aura également le droit criminel. Jamais les souverainistes ne parlent de cette question, ou très peu. Quand on veut faire la souveraineté, c'est parce qu'on veut exercer les grandes prérogatives de la souveraineté. Et l'une d'elles, c'est le droit criminel. Alors, il y a l'armée, avoir une diplomatie, battre la monnaie. Ça, c'est les grandes prérogatives de la souveraineté. Très rare que les souverainistes parlent de la question du droit criminel. Mais s'il y a bien quelque chose de souverain dans la vie d'un peuple, c'est de décider que telle chose est un crime et telle chose ne l'est pas. Il n'y a rien de plus grand comme acte de souveraineté que le droit criminel. Alors, un État souverain du Québec récupère le droit criminel. Et là, justement, la question se pose, quel est le dosage à faire le droit criminel et le droit civil pour les questions religieuses? C'est pour cette raison-là que j'ai amené la question du droit criminel canadien. Comment lui réglemente la question du rapport aux religions? Et Ottawa recourt beaucoup au droit criminel. Et ça, on le considère peu. Alors, en étant souverain, là, on doit se poser la question, comment on fait le dosage? Est-ce qu'on doit mettre moins de droit criminel ou criminaliser autre chose qu'on ne criminalise pas aujourd'hui? Puis ensuite, quels sont les instruments civils qu'on va privilégier? Alors ça, c'est quand même une réflexion d'ampleur qu'on ne fait pas. Et ça, ça m'apparaît fondamental. Par ailleurs, oui, je souscris tout à fait dans le sens de Nadia. Il ne faut pas confondre les espaces qu'il s'agit de laïciser. Je sais qu'en France, il y en a qui distinguent l'espace privé, donc c'est l'espace de la vie intime, la vie amoureuse, la famille, l'entre-soi, et l'espace social. Donc, travailler dans une entreprise, entrer dans un magasin. Et puis ensuite, il y a l'espace public, c'est l'espace de l'État, avec ses organismes, ses ministères, etc. Bon. Alors, c'est quand même trois espaces distincts. La laïcité, concerne l'espace de l'État, mais dans quelle mesure doit-elle s'imposer aux deux autres? Bien là, c'est plus délicat. Clairement pas dans l'espace privé, mais dans l'espace social, c'est plus délicat. Effectivement, la laïcité n'a pas pour but de neutraliser toute expression du religieux dans l'espace social. Au contraire, si on affirme qu'il y a une liberté religieuse, c'est qu'elle puisse se manifester. Cela dit, il y a aussi la liberté d'expression, et on peut aussi exprimer ce que l'on pense de telle religion ou du fait religieux, comme les gens qui ont des convictions religieuses peuvent également exprimer les leurs, et pourvu que l'ordre public soit respecté et les autres libertés. Donc, je dirais que pour envisager la question des rapports entre religieux et politique, la laïcité, évidemment, est un concept incontournable, mais il y en a d'autres.
Il y a une grammaire avec plusieurs concepts. Au Québec, on utilise toujours le même mot alors qu'il y a d'autres utiles. Il y a le concept de liberté de culte. Le projet de loi C9 veut justement, pour édicter sa nouvelle loi sur la neutralité de l'espace public, il veut abolir une loi qui existe, qui est peu connue, qui est la loi sur la liberté des cultes. Et elle dit dans son article 1er que toutes les confessions religieuses sont égales et c'est une garantie offerte par la Constitution du Québec. C'est dit en toutes lettres. Donc, il n'y a pas beaucoup d'articles pour l'instant qui parlent d'une Constitution du Québec, mais il y en a un qui... Dans la loi sur l'Assemblée nationale. Oui, c'est ça, pour le serment. Pour le serment, tout à fait. Mais il y a celui-là et un autre, mais il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, c'est une loi ancienne qui est la traduction législative du vieux compromis qui a été fait en 1852, dont j'ai parlé, là. On a aboli les réserves du clergé protestant, et puis on a remplacé ça par une espèce de proclamation de l'égalité de toutes les confessions religieuses. Mais avec ça venaient aussi toutes sortes d'articles, justement, qui avaient pour but de réglementer l'accès aux lieux de culte. Il ne faut pas les troubler. Il y a encore de vieux articles qui parlent du trot. Alors, il ne faut pas s'approcher trop proche en cheval, etc. C'est encore écrit. Et il y a des pénalités qui vont de 2 à 8 dollars. Et les pénalités s'adressent, en fait, aux marguilliers. Donc, c'est une loi ancienne qui n'a pas été rénovée, mais à mon avis, ce n'est pas une bonne idée de l'enlever. C'est-à-dire que dans la liberté de culte, il y a plusieurs éléments. Bon, bien sûr, il y a la liberté de ne pas être inquiété, de pouvoir se livrer à son culte sans intimidation, empêchement, mais il y a la liberté d'exercer son culte sans contrainte, pas seulement dans le lieu de culte, mais ailleurs. Il y a la liberté de sortir d'une confession religieuse. Il y a la liberté de changer de confession religieuse. Et il y a la liberté de ne pas être obligé d'adhérer à une confession religieuse. Alors tout ça va ensemble et ça va autour de la notion de culte. Et je trouve dommage qu'on élimine de la législation québécoise ce concept qui a son utilité. Je ne dis pas que ça couvre tout, mais ça a son utilité. Et quand on regarde ailleurs, il y a des États qui réglementent le culte avec plus de principes, de précision que nous le faisons. Un autre concept dont on ne parle pas, mais je sais que c'est une matière litigieuse, mais je le mentionne, c'est la liberté d'enseignement. Concept dont on parle très peu au Québec. Mais dans d'autres pays, c'est un concept qui est reconnu par le droit, notamment la France. Alors, qu'est-ce que la liberté d'enseignement? C'est la liberté donnée à n'importe quel individu ou groupe dans la société de fournir l'éducation sous réserve d'avoir à appliquer le programme commun fixé par l'État. C'est ce qu'on appelle la liberté d'enseignement. Ce n'est pas reconnu comme tel dans la législation québécoise, mais le Québec a adhéré à la Convention sur les droits de l'enfant de 1989, puis il y a un article 20, quelque chose comme ça, où on reconnaît que c'est une des libertés attachées à l'exercice des droits de l'enfant. Et à mon avis, bon, je sais qu'il y a tout un débat sur l'enseignement privé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la liberté d'enseignement ne veut pas dire que n'importe quel groupe a la liberté de donner un enseignement confessionnel. Mais c'est une liberté qui dit n'importe quel groupe, y compris les groupes religieux, ont la possibilité, pourvu qu'ils respectent le cadre commun de l'État, ont la possibilité de dispenser l'éducation. Alors évidemment, c'est un droit qui est réglementé, qui peut prendre toutes sortes de modalités, mais il me semble que tant qu'à envisager toutes les variables du problème, pour parler de manière scientifique, il me semble que c'est un concept qu'on ne devrait pas écarter. Et le Québec a quand même adhéré à la Convention des droits de l'enfant, donc ou bien il honore ses engagements, ou alors il les ignore. Ensuite, un autre aspect très important. On entend beaucoup, évidemment, au Québec, et ce n'est pas propre au Québec, une certaine préoccupation à l'égard de l'emprise de certaines religions, de groupes religieux, qui, justement, imposent leur façon de faire, leurs dogmes, et qui vont finalement créer une espèce de société parallèle, voire un droit parallèle à celui de l'État.
Pour l'instant, le Québec est bien mal armé pour faire face à un tel phénomène, tout simplement parce qu'il a les pouvoirs d'un État provincial au sein du Canada. Et ces pouvoirs sont limités. C'est les pouvoirs civils, ça exclut le droit criminel, ça exclut une bonne partie du pouvoir de police, même si on a nos propres corps policiers. Et on n'a pas d'agence de renseignement. Un État souverain doit, normalement, se dote d'une agence de renseignement. Et en France, quand vous regardez toute la panoplie des moyens déployés par l'État français pour faire face à l'entrisme islamisme ou à d'autres formes d'entrisme, les renseignements français sont très, très impliqués. Donc, c'est aussi un aspect de la question. C'est-à-dire qu'un État souverain, il doit à la fois, oui, prévenir, utiliser des moyens qui relèvent du renseignement, de la police, parfois de la répression criminelle, mais par ailleurs, il y a des moyens qui relèvent plus des rapports civils. Et dernier point, je constate que on a tendance à penser au Québec, enfin, peut-être pas tous, que quand un phénomène est religieux, bien, on ne doit pas lui reconnaître de consistance sociale. On peut avoir toutes sortes d'avis sur ce qu'est la religion. Il y a des gens qui trouvent là celle de leur existence, puis il y en a d'autres qui y voient une malédiction. C'est un débat qui existe depuis des siècles. Il ne va pas se taire demain matin. Mais indépendamment de ce qu'on pense du phénomène religieux, c'est un phénomène social. Les gens qui se réunissent pour célébrer un culte, honorer un prophète ou un dogme ou une révélation ancienne, peu importe, ben, ils exercent leur droit d'association. Ils exercent leur liberté d'expression. La religion est un phénomène associatif. C'est même un des plus puissants phénomènes associatifs qui soit, parce que justement, il a tendance à être au-delà des frontières. Et c'est par exemple pour laquelle, quand on regarde l'histoire des États, ils ont souvent mal à partir avec les religions, parce que les religions sont sans frontières. Mais c'est un puissant vecteur d'association, la religion, mais qui a le droit d'exister à travers les libertés classiques du libéralisme. Donc, il ne faut pas non plus dire le phénomène religieux n'existe pas, parce qu'on n'y croit pas, mais il existe en tant que phénomène social. Et on n'a pas à juger de sa réalité comme phénomène social, sauf si, bien sûr, il s'exprime d'une manière qui va contre l'ordre public ou contre les valeurs de l'État. Donc, c'est quand même cet aspect-là. Et j'observe que, par exemple, au Québec, une chose qu'on ne fait pas, mais qu'on fait ailleurs, c'est que dans plusieurs États, l'État institutionnalise ses rapports avec justement les corps religieux. Il institutionnalise un dialogue. En France, ça se fait par le ministère de l'Intérieur. Dans d'autres pays, ça se fait en Italie, ça se fait dans d'autres pays républicains. Donc, c'est une question à laquelle il faut réfléchir. Est-ce qu'on fait comme s'il n'y a pas de religieux au Québec, donc l'État doit être bien sûr séparé, mais il n'a pas à dialoguer comme tel avec des corps religieux, ou est-ce qu'au contraire, il va trouver des médiations institutionnelles par lesquelles il peut dialoguer avec les corps religieux, y compris aussi même avec des corps qui défendent plutôt une approche laïque ou humaniste de l'existence. C'est ce que fait d'ailleurs la Belgique. La Belgique reconnaît à la fois des corps religieux et des corps qui représentent la pensée de ceux qu'on range dans la catégorie des athées agnostiques ou qui ont une philosophie plus humaniste. Alors, peu importe. C'est toutes des questions, à mon avis, qui se posent si jamais, effectivement, arrive cette République du Québec indépendante. Et là, on a quand même toute une liste de questions à se poser et toute une liste de moyens à envisager, ce qu'on, pour l'instant, ne fait pas. Peut-être que c'est une erreur, je pense. Mais c'était bien qu'on se rencontre tous justement sur ce point-là. Comme ça, on a pu marteler tout le monde ce point. Et puis, après l'audition du MLQ jeudi, le ministre Jean-François Roberge a dit que autant sur la DPJ, on a tous insisté aussi que pour que la laïcité soit aussi, à l'interdiction des signes religieux s'applique au personnel de la DPJ. Et puis sur ce point d'avoir supprimé le droit des services publics laïques, bon, il a dit qu'il avait bien entendu, qu'il y avait plusieurs groupes qui lui en avaient parlé et qui prennent ça au sérieux, qui vont voir comment. Je pense que c'était une erreur. Moi, je pense que c'était peut-être pas intentionnel. En tout cas, il l'a dit explicitement qu'ils allaient voir pour corriger ça, voir comment ils peuvent réécrire, c'est ça, le P4. Un différent entre deux ministres.
Je sais pas. Mais là, dans la loi qui est dans le projet de loi qui est proposé par le ministre, c'est interdit de faire une discrimination, de demander une discrimination, c'est-à-dire qu'un service soit donné par une personne un autre sexe. Donc ça, c'est... Mais chaque ministère aussi a l'obligation ou a la responsabilité de faire respecter la loi sur la laïcité. L'enseignante à qui j'ai parlé, qui a enseigné pendant 30 ans à l'école Bedford et qui a, après ça, été au Centre des services scolaires responsable de 35 écoles de ce coin-là, elle me disait que jamais le ministère de l'Éducation avait donné des consignes sur c'est quoi la laïcité. Au-delà des signes religieux qui sont interdits, ça veut dire quoi l'article 2? Ça veut dire quoi une école laïque? Hein? Ça veut dire quoi la séparation du religieux? Jamais rien. Elle dit que nous, donc, à notre école, elle était directrice adjointe, on interdisait les signes religieux, puis on n'avait pas de problème, donc la loi sur la laïcité était adoptée. Alors, toutes les questions de nourriture halal, ou cochère, bon, c'était plutôt halal dans cette école-là, toutes ces questions-là n'étaient jamais soulevées. Le ministère de l'Éducation n'a jamais fait son travail. Même chose pour l'enseignement supérieur auprès des cégeps à qui on s'est adressé. Qu'est-ce que ça veut dire, l'article 2 de la loi sur la laïcité? Les cégeps ne sont pas tenus par l'article interdisant, l'article 6 interdisant les signes religieux, mais ils ont plein d'autres obligations, dont ne pas donner des salles de prière, ne pas diviser les femmes et les hommes, ne pas amender leur programme pédagogique pour faire plaisir à un et à l'autre, etc., etc. Il faut d'abord que les ministères... Et le ministre va avoir plus de pouvoir pour faire appliquer, mais moi, j'ai dit, il faut absolument que les ministères fassent respecter la loi dans leurs institutions. Ça doit être une société d'État, la Société d'assurance automobile, mais la Société d'État relève du ministère des Transports. Et le ministre des Transports a vraiment une compétence certaine pour faire respecter les propres lois du Québec. Mais ça, ce que je m'aperçois, c'est que les ministres, et puis on a rencontré beaucoup d'organisations, le ministère de la Justice, les palais de justice. On a demandé comment l'interdiction des signes religieux pour les greffiers, les juges et tout ça, comment ça se passait. Les gens ont peur de la loi sur la laïcité, alors ils ont peur de la faire appliquer. Donc, il va falloir que c'est bien beau à adopter des lois, mais il va falloir que ce soit dans un État, un Québec souverain ou non, qu'on les applique, ces lois-là, et que les obligations législatives soient vraiment transmises. Et un des pires, c'est le ministère de la Famille. C'est vraiment le ministère de la Famille, faire appliquer la loi sur la laïcité. Je ne sais pas comment ils vont faire ça. Ils n'osent même pas aller visiter les CPE sans les appeler. Alors, les avertir avant, écoutez, on s'en vient vous voir et on aimerait ça, on va vérifier si vous respectez la loi. Bien oui, c'est ça, moi aussi, je veux ça. Mais donc, c'est un élément, c'est pas seulement, mais chaque ministère a cette responsabilité-là et il faut que le gouvernement prenne le taureau par les cornes. Les ministres prennent la responsabilité, c'est ça. Mais l'administration des institutions aussi, par exemple. Absolument. Mais on a, Daniel... Ça prend un mécanisme de plainte. Bien, c'est pour ça que nous, on a suggéré... Un mécanisme de plainte et c'est des plaintes qui peuvent être à l'origine de l'obligation pour un ministère, un autre organisme de respecter la loi. Puis, sinon, on peut utiliser les tribunaux. Mais ça coûte cher. Absolument. Mais c'est pour ça qu'on avait... Il y a des enquêtes. Mais en tout cas... Et puis, si je peux me permettre, pour pouvoir expliquer ce qu'est la laïcité, il faut déjà le comprendre soi-même. Alors, donc, c'est pour ça que je dis que si on ne sait pas ce que c'est que la neutralité religieuse et que c'est une chose et une autre, ça ne marche pas. Et si la seule façon d'expliquer, c'est de dire c'est comme ça qu'on vit au Québec, eh bien, on est mal outillé. Alors, il faudrait déjà que le ministre sache ce que c'est que la laïcité. C'est pas enregistré, ça. Dernier point. Il y a une chose qui m'a toujours surpris quand j'ai lu la loi 21, c'est le fait qu'habituellement, quand un gouvernement adopte une loi sociale ou d'importance, il prévoit toujours ce qu'on appelle un pouvoir réglementaire. Parce qu'une loi ne peut pas tout dire, donc il faut trouver les moyens de l'appliquer. Alors, on donne ça au pouvoir réglementaire. Donc, le gouvernement peut faire des règlements
pour appliquer tel concept qu'on trouve dans la loi. C'est ce que fait, par exemple, la Charte de la langue française. Il y a des règlements d'application. Mais dans la loi 21, il n'y a pas de pouvoir réglementaire. Et puis, il n'y a pas non plus de sanctions précises attachées à la non-observance d'un des principes énoncés. On énonce des obligations, mais il n'y a pas de conséquences. Et les juristes, d'ailleurs, des fois, se posent la question, une norme qui n'a pas de sanction, est-ce une norme? Et bon, je ne veux pas rentrer dans les grands débats, là, mais c'est ça qui est très, très particulier. Et je crois que dans le projet de loi C9, on a ajouté un pouvoir réglementaire. Donc, on vient de se rendre compte que, oui, c'est un peu bizarre, il n'y a pas de pouvoir réglementaire dans la loi 21. Mais bon... Et donc, les seuls documents qu'ils avaient dans les écoles et tout ça, c'est le document de la direction de la laïcité qui expliquait l'obligation d'octroyer les accommodements religieux et qui expliquait les balises, mais surtout l'obligation à l'accommodement pour motif religieux. C'est la seule chose qu'ils avaient dans les écoles pour expliquer la laïcité. Chers panélistes, vous me permettez, je vais répondre à cette deuxième question. Je vais commencer la réponse à cette deuxième question. Il faut que je prenne la parole sur cette question. Oui, c'est certain, mais simplement à titre de professeur au collégial, je veux simplement informer Mme Grenier que je suis donc professeur au collégial dans le Grand Montréal. Donc, c'est pas simplement à Montréal, c'est le Grand Montréal. Et effectivement, depuis là maintenant un bon 6 ans, il y a de plus en plus de communautés intégristes qui se sont installées dans le Grand Montréal et c'est considérable le nombre de jeunes femmes qui arrivent voilées, voile intégrale. Et la question de est-ce que c'est important, est-ce que c'est une majorité, c'est dès que ça arrive, il faut agir, parce que notamment l'égalité homme-femme, la liberté de conscience, donc il faut que, même si c'était qu'une seule femme, il faudrait agir. Alors, je termine mon commentaire là-dessus. Mais donc, en fait, ça m'interpelle beaucoup. Ça m'interpelle beaucoup l'histoire du nombre. Oui, mais il y en a combien de femmes voilées? Est-ce qu'on est obligé de légiférer pour ça? Ça m'interpelle beaucoup parce qu'il s'agit d'une question de principe. Et malheureusement, la laïcité, c'est un principe. La neutralité religieuse de l'État, c'est un principe. Il ne faut pas attendre que les droits des femmes soient atteints et violés pour agir. Et même s'il y en avait juste une dans tout le Québec, il faudrait adopter l'interdiction du visage couvert. Les femmes qui acceptent de porter le visage complètement voilé, c'est une renonciation à leur droit à l'égalité. Et on ne peut pas renoncer à son droit à l'égalité. C'est un droit d'ordre public. On ne peut pas y renoncer. Et quand j'entends le Devoir particulièrement, les journalistes du Devoir qui n'arrêtent pas de dire « Oui, mais il y en a combien? Est-ce qu'on doit vraiment légiférer? Il y en a combien de jeunes femmes voilées? » Ça me heurte au plus haut point. « Ah, bien, il y en a juste 2 au cégep Bois-de-Boulogne. Bien, il y en a juste 4 au cégep Antique. Puis il n'y en a pas à Édouard-Montpetit. » Non, mais je n'en peux plus. Ce sont des questions de principe. Alors, je regrette infiniment, là, l'histoire du nombre, c'est un faux débat. Les libéraux, là, madame, je ne me souviens plus de la ministre de la Justice, c'était Stéphanie Vallée, qui avait... puis après ça, ils ont essayé, je pense, c'est les libéraux qui ont essayé de faire du comptage de combien de femmes voilées, tout ça. Ils nous ont mis dans le pétrin avec ça. On est encore en Cour suprême avec cette volonté, combien il y en avait. C'est ridicule. C'est ridicule. Il faut arrêter de parler de nombre quand on parle de principe. Le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un principe juridique, c'est un droit, et qu'il y en ait un. Puis la Cour suprême, dans Saguenay, là, dans MLQ contre Saguenay, elle n'a pas dit « Ah, bien, il y en a juste un, il y a juste M. Simoneau que le droit dont le droit est bafoué. C'est pas grave, juste un. » Non! Elle n'a pas dit « Il y en a juste un. » Puis il y a juste une prière. Le maire de Saguenay, il fait genre, il en fait juste une durant toute la... Non! Une faux chalet. C'est même pas, c'est ça. Alors, je pense que c'est important de sortir de cette histoire de nombre-là. Oui. Et puis moi, je ne vois pas pourquoi la laïcité ne serait pas rassembleuse. Qu'est-ce qui serait rassembleur alors? Est-ce que ça serait le laisser-faire
permettre, je ne sais pas moi, de multiplier les lieux de prière dans les institutions d'enseignement, que le voile devienne normatif, que je sais pas moi, que les menus halal, les cachers, bon. Et puis, je pense que le problème, c'est qu'on explique très mal ce que c'est. Je pense qu'il y a un problème de communication. Alors, ce qui offusque peut-être des gens, c'est ça. C'est quand on part avec c'est ça qu'on vit, comme ça qu'on vit au Québec. Ça, c'est pas la bonne façon de montrer. Premièrement, un gouvernement n'a pas à taper sur la table en disant c'est comme ça que ça va se passer. Ça fait autoritaire, effectivement, alors que c'est un devoir du gouvernement, c'est un devoir d'assurer les conditions à tout le monde, oui, et puis d'émancipation des enfants. C'est ça, c'est le devoir du gouvernement que les gens qui viennent d'ailleurs ne se retrouvent pas ghettoisés ici. Parce qu'on entend ceux qui sont pour, on entend les adversaires, je ne sais pas. C'est plus facile d'entendre les militants qui veulent absolument s'imposer, mais on n'entend pas la vaste majorité qui veut juste s'intégrer comme tout le monde. Absolument. Et puis venir et se retrouver ghettoisé dans son petit milieu, c'est pas bon. Donc, il n'y a pas de raison. C'est une fausse idée que les gens sont contre la laïcité, mais c'est sûr que le discours, pour en parler, change les choses. Voilà. Oui, il faut mettre les choses claires, il faut expliquer. Là, c'est sûr que ça dépend aussi du message qu'on fait passer. Quand on dit multiculturalisme, c'est ben beau, là, c'est le folklore, on adore ça, et puis allez-y, multiplier les lieux de prière et tout, eh bien, les gens sont encouragés. Ce monsieur-là, il n'est peut-être pas intégriste, mais il a compris que ça se faisait. Et quand le message change, quand on dit non, c'est pas non, les lieux publics, c'est pas pour faire sa prière. Quand il y a un certain nombre de lois qui mettent les choses claires et que la laïcité est claire, et puis je pense que ça va changer. Ça dépend du message qu'on fait passer. Fatima Aboubakr parlait en commission parlementaire jeudi. Elle expliquait qu'en fait, il y a beaucoup de dames, de filles, là, d'éducatrices dans sa garderie. Ben, elles ont vu qu'il y avait une loi qui était pour passer pour interdire ça. Ben, elles sont venues sans le voile. Même si on ne leur a pas demandé. Mais il ne faut pas penser que tout le monde est militant pour le voile. Il y en a beaucoup, il suffit de leur expliquer. Ah non, la loi dit non, alors on ne va pas y aller avec notre voile. Il ne faut pas penser que tout le monde est comme ça, agressif, à vouloir absolument porter les choses. Voilà.